Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Je vais reprendre un rythme. Et nous sommes en ligne. Mais t'inquiète, j'ai mute la fin de ta phrase, mon cher Clément. On était en train de discuter, désolé, on était en train de discuter. Il y a trop de choses, il y a trop de sujets, messieurs, dames. Donc, commençons cette émission. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 208e numéro du Synthé Night Club. On a un très gros programme ce soir, donc on va essayer d'aller vite. Aujourd'hui, nous vivons clairement un tournant dans cette saison 2025-2026. J'imagine que vous êtes tous et toutes d'accord. Avec la réception de Boulogne qui a été cataclysmique, je pense qu'on peut le dire sur un bon nombre d'aspects, le mercato qui s'est emballé tout au long de la journée, un nouveau coach sur le banc en la personne de Philippe Montagnier. Ça fait quand même beaucoup de questions pour cette deuxième partie de saison et beaucoup de sujets à aborder ce soir. Pour parler de tout ça avec vous, j'ai avec moi le taulier de l'émission, bien sûr, vous le connaissez, Joss Randall. Bonsoir, Joss. Bonsoir Ken et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Clem et bonsoir Colin. Ravi d'être avec vous ce soir. Eh ben, plaisir partagé. Je précise bien sûr que vous pouvez retrouver la chronique de Joss Randall, soit à l'écrit, soit en audio sur les plateformes de Peuple Vert. Et qui commence par une citation de Jean-Paul Sartre cette semaine. La preuve Absolument. que j'écoute tes chroniques, mon cher Joss. Avec nous également Clément, l'expert mercato de la maison, qui sera là toute l'émission ce soir, qui ne sera pas là que pour un point mercato, mais en même temps, le mercato est quand même bien présent aujourd'hui. Bonsoir Clément. C'est ça, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, je reprends ma casquette de chroniqueur pour aujourd'hui, mais comme tu l'as dit, actualité chaude ces derniers jours et actualité surtout au niveau du mercato. Donc on va pouvoir débriefer tout ça, ça va être sympa. Ça va être sympa, on a beaucoup de choses à aborder. Karl, qui s'occupe un petit peu des coulisses de l'émission, il nous a préparé une quantité de visuels et un programme, vous allez voir, c'est aux petits oignons. Et puis bien sûr, Colin, désolé, j'ai spoilé quelques secondes avant. Colin qui se chargera de vous lire dans le chat. Et ce soir, plus que jamais, on attend vos expertises et vos émotions, bien sûr, dans cette période charnière. Bonsoir Colin. Bonsoir tout le monde, c'est ça. Bonsoir le chat, hâte de vous lire ce soir. Allez, comme je l'ai dit, on a beaucoup de points à aborder, on va prendre les choses dans l'ordre, donc on va revenir très longuement, bien sûr, sur la défaite contre Boulogne. Je pense qu'on va y consacrer 59 minutes sur les 1 heure d'émission, ça me paraît quand même très important. Voilà, on va bien sûr faire un petit bilan de l'ère Viking Horneland dans le Drakkar à SSE, et puis on rentrera bien sûr dans le vif du sujet avec l'officialisation de Montagnier, et puis on parlera bien sûr des différents mouvements de la journée, sans oublier un petit point final sur la prochaine rencontre contre Montpellier. C'est parti, jingle. Bon alors, comme je l'ai dit, on va, très ironiquement, on va pas passer très longtemps sur le débrief du match contre Boulogne. J'imagine que pour tous les gens qui ont vu le match, alors moi je l'ai vu devant ma télé, vraiment pendant tout le match, je me disais mais putain, il y a des gens qui ont payé leur place. Probablement, comme il y a à chaque match, il y a des gens qui sont jamais allés au chaudron de leur vie, qui sont des supporters de longue date, qui découvrent le chaudron. Et purée, les gens qui sont allés pour la première fois au stade, ou même pas pour la première fois d'ailleurs au stade, samedi dernier, et grosse pensée à vous, et on espère que vous allez bien en ce lundi. Première chose, sur ce match contre Boulogne, est-ce que... on le connaît, le marronnier de la faute professionnelle, mais est-ce que ça vous apparaît comme étant une faute professionnelle, Joss, t'en penses quoi? Ouais, j'en pense que ce terme, il veut un peu tout et rien dire. C'est un peu le problème. Ouais, faute professionnelle, c'est un peu à toutes les... c'est grosse désillusion en tout cas, à minima. Ce qui est une faute professionnelle, c'est globalement le manque de caractère, le manque d'implication de cette équipe. De la faute, c'est-à-dire que pour moi, ils n'ont pas rempli leur contrat professionnel en jouant comme ça. Ouais. Donc à ce titre-là, oui. Après, étant donné le contexte dans lequel ils ont évolué, l'ambiance qu'il y a aujourd'hui au club, je suis absolument pas en train de leur chercher des excuses parce que pour moi, ils n'en ont aucune, tous autant qu'ils sont.
Alors, mon cher Josh, Est-ce que ça j'ai l'impression est-ce que ça que l'est plus que le la détection du son de ton micro est un peu basse, donc je t'invite à parler un tout petit peu plus fort pour qu'on t'entende D'accord. de manière plus fluide. Là et là, c'est mieux? C'est parfait. Non, parce que putain, j'ai un super micro parce que Romain, il m'a fait acheter un truc de dingue. Là, je vais monter Faut comme juste que tu ça, parles un là. peu plus fort ou que tu t'en approches un peu plus. En vrai, c'est juste Non, un mais petit là, réglage à faire sur ça doit être Discord. bon, là. Là, c'est parfait. Ouais, ouais, mais parce que j'ai monté c'est le truc, là. Bref. Ouais, faute professionnelle, est-ce que ça l'est plus que le match d'avant ou tous ces matchs pourris auxquels on a assisté, j'en sais rien. En tous les cas, j'espère que c'est la fin d'une sale histoire parce Ouais. que moi, j'ai en souffert. Bon, je l'ai écrit dans ma chronique, moi, des purges, j'en ai vu quelques-unes en 25 ans d'expérience, Geoffroy Guichard, des comme celle-ci rarement. Ouais. À domicile contre le 15e de Ligue 2, alors que tu as quelque chose à jouer parce que le classement se resserre. 4 tirs, 0 cadré quand même. Ouais. C'est la honte absolue. Hein. Honte absolue. Et on y reviendra dans le chapitre Orneland. Il est fautif, il est responsable parce qu'il a amené l'équipe dans ce process mental-là. 11 mecs qui étaient sur la pelouse, ils sont super responsables aussi. Quoi qu'il arrive. Colin, je reviens peut-être pas sur le terme faute professionnelle, mais est-ce que du coup ce match, Clem, pardon, c'est pas un peu symptomatique que le groupe avait pas envie de se battre pour honorer Orneland une dernière fois, quoi? Bah, on avait lu dans la semaine comme quoi ils étaient très émus par le départ de leur coach, comme quoi ils voulaient lui offrir une dernière victoire, le faire sortir par la grande porte. C'est vrai que quand on voit même pas forcément le résultat, mais juste le contenu proposé, c'est pas l'impression que ça renvoie. Et on peut penser en effet qu'une majeure partie avait pas forcément d'affection pour lui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait quand même de temps en temps, de mettre un petit message sur les réseaux pour le coach qui part, C'est vrai qu'on n'a pas eu surtout pour les grand-chose, ouais. joueurs. Il n'y a rien eu, il y a rien eu du tout. Et je trouve ça assez frappant. Ouais. On est sur une génération qui communique quand même beaucoup via les réseaux sociaux, etc. Je dis pas que tous les joueurs auraient dû mettre un message sur Instagram, par exemple, mais c'est vrai que ça se fait dans certains clubs quand un coach part. De mettre une petite photo ou un truc comme ça. Je me souviens que Dalloglio, il y avait eu quelques joueurs qui Ouais. avaient fait ça. Là, pour Orneland, j'ai rien vu. Je trouve ça assez parlant quand même. Ce qui ne veut pas dire que Orneland est 100% fautif, hein. Mais oui, je pense qu'il était clairement lâché par une partie de son vestiaire. Ouais. Oui, Bon, je rajoute une petite louche dans les fautifs. Voilà, un coach une semaine alors que sa tête est déjà dans la corbeille, ça n'a pas de sens en fait. Ouais. Pas de sens. Ça n'a de sens pour personne finalement. Question qui en était donnée, à savoir on n'a pas trouvé le remplaçant, elle tient pas. Si tu as décidé de t'en séparer, tu t'en sépares. Un mec en intérim, point barre. Alors, Tout était réuni. Tout mon était cher réuni. Joss, on a encore des petits problèmes de coupure avec ton micro. Est-ce que tu pourrais passer sur des écouteurs ou je sais pas Est-ce Bon, que là c'est mieux? Que là c'est mieux. là, ça a l'air pas mal. Ouais, en tout cas, moi je t'entends différemment. Ok. On essaie comme ça et si jamais ça marche pas, tu me dis. Essayons Ok. comme ça. Les gars, je me permets de vous couper. Info mercato. Ah, Pierre Ekwa Oh yes. va être prêté à Watford avec option d'achat. C'est une info de Luca Bendoni, qui est un journaliste de Sky. Donc normalement, tout est OK pour Pierre Ekwa à Watford. Ça s'est fait à temps. Ok, bon, bah écoute, trop bien. C'est vrai que juste avant l'émission, là, je demandais si on avait un petit peu des nouvelles du dossier et quoi, parce que c'est vrai qu'en milieu de journée, Sky Sports a annoncé qu'effectivement, il était proche d'un prêt pour retourner en Angleterre. Et là, vu qu'il n'y avait rien d'officiel à 20h, ça faisait un peu peur que ça se fasse pas du tout. Bon, bah écoute, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est une bonne nouvelle. On va en reparler du coup dans la partie mercato. Allons rapidement encore sur ce match contre Boulogne.
Je pense sans parler de la globalité du match, je pense qu'il faut quand même qu'on revienne sur l'événement Joao Ferreira. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le joueur? Est-ce que pour vous, c'est la pire recrue qu'il meurt depuis 1 an et demi? Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de l'information, mais pour ceux qui avaient coupé leur téléphone pendant le week-end, il s'est blessé probablement jusqu'à la fin de la saison parce que après son carton rouge, bon, bah, il a tapé dans quelque chose avec sa main, je sais pas quoi, et il s'est pété la main. Bon voilà, Joao Ferreira, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en pense, mon cher Clem? Je pense premier degré avoir été un des premiers à alerter sur le niveau que je trouvais cataclysmique de Ferreira. Et j'ai toujours dit que je lui reconnaissais des qualités, balle au pied, etc. Mais que je pensais que c'était un joueur ultra nonchalant et que encore plus depuis l'accouchement de sa femme, je le sentais pas Ouais, dans son assiette. Là, j'en suis à un point où clairement, oui, de toute façon, maintenant, vu tout ce qui va se prendre dans la figure, ça va être le cas, mais j'en suis à un point où oui, je pense clairement que c'est un joueur pour qui il faut s'inquiéter au niveau de la santé mentale, parce que là, l'enchaînement de choses qu'il est en train de subir, c'est quand même assez violent. C'est la pire recrue de Kilmer, très probablement, oui, parce qu'il y a quand même aussi un prix conséquent qui a été investi sur lui. Je crois que c'était environ 3 millions d'euros. Euh, En fait, c'est un joueur qui est joué, je pense, à des qualités balle au pied, mais moi, quand je le vois, pour moi, c'est la fausse grinta, quoi. ouais. Ça me répugne un peu sur le terrain. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal et je préférais tous les jours voir un Denis Sapia qui, certes, est très, très, très moyen, mais qui, au moins, dans la mentalité et dans le vrai, quoi. Ouais. Ferreira, c'est quelqu'un qui, en plus, même dans le vestiaire, etc., n'est pas forcément très apprécié. Pour moi, il y a un problème au-delà du foot où on s'est trompé peut-être sur l'humain qu'on a acheté. Joss, tu rejoins Clément là-dessus? 100%. 100%, je pense que le problème de ce joueur-là n'est pas footballistique, parce qu'on a vu sur les premiers matchs que c'est un joueur d'un certain niveau. Je pense en termes de mindset, d'état d'esprit, de condescendance, de prétention, tu peux rien faire avec des mecs comme ça. Enfin, Ouais. à mon sens, ça va être compliqué. Et puis alors, ce qu'il vient de vivre chez nous, j'ai pas envie de dire que sa trajectoire elle est déjà finie, mais enfin, elle est quand même bien entamée. Hein. Elle Ouais. est quand même bien entamée. En plus, il joue empêché de la flotte, quoi. Enfin, je veux dire, l'histoire du coup de poing dans le mur. Enfin, c'est à se demander même s'il l'a pas fait exprès pour avoir une raison d'être off sans que ça puisse être un choix de l'entraîneur. Oui, c'est un échec. Ah, c'est un échec. Pourtant, moi, je suis hyper déçu parce que dans les premiers matchs où je l'avais vu, je m'étais dit enfin, on a un mec d'un certain niveau euh, pour jouer latéral. Et puis, en fait, c'est un mec qui a rien dans le coffre. Voilà. Ouais. Point. Oui, oui, oui. Bah, il y a effectivement un peu cette idée de. euh, on n'a pas envie de faire de procès d'intention, mais c'est vrai que cette blessure, elle a presque l'air d'être faite volontairement, quoi. Colin, dans le chat sur le cas Ferreira, bon, j'imagine que c'est assez unanime sur le cas de ce joueur. Ouais, Ferreira, absolument. On parle d'escroquerie pour Sosigno, que le joueur colle parfaitement avec les dirigeants, que c'est un manque d'humilité, d'arrogance, de travail pour Star Wars, une erreur de casting pour Jimmy aussi sur YouTube. Et puis, plus globalement, ils sont plusieurs aussi à parler de la pire recrue tout court de synthé, pas seulement de Kilmer. Ouais, bah bon. Et bah écoutez, on va pas s'acharner hein, sur Joao Ferreira et sur ce match contre Boulogne. Je pense qu'on a tous et toutes envie de parler du mercato, du nouveau coach et de tout ça. Donc on va avancer un petit peu dans notre programme. Le deuxième sujet de la soirée, c'est Eric Horneland, puisque Eric Horneland donc n'est plus sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Qu'est-ce que vous retiendrez du bilan d'Eric Horneland à l'AS Saint-Etienne? Est-ce que vous retiendrez plutôt le derby, le début de saison en Ligue 2 de cette année qui, mine de rien, était vraiment intéressant, la faiblesse défensive qui est restée depuis le jour de son arrivée, son style de jeu offensif, cet apôtre de la possession et qui a réussi à le garder jusqu'au bout? Qu'est-ce que vous allez retenir de Eric Horneland, Clément? Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens déjà, évidemment, forcément, une descente en Ligue 2. J'en retiens un coach par qui
j'ai été un peu conquis au début sur les principes de jeu. J'ai vu des matchs où en fait j'avais jamais vu l'AS Saint-Etienne être entre guillemets aussi ambitieuse dans le jeu. Mais au final, comme j'ai dit, ça donne lieu à une descente. Et j'ai vu cette saison un coach qui n'a pas réussi à s'adapter en fait à un Ouais. style de jeu où il devait avoir la possession quasiment tout le temps. Il devait faire le jeu. Et pour moi, il a jamais réussi à s'adapter dans ce schéma-là, avec pourtant un effectif qui est censé être largement suffisant pour jouer la montée. Et au final, ouais, c'est trop têtu. Je me souviens aussi de la période en octobre-novembre où il refusait de faire un changement avant, je sais pas, la 75-80e minute. Pour moi, tout n'est pas acheté en termes d'idées, parce que j'ai vu sur certaines séquences des principes de jeu que ouais, j'ai peut-être jamais vu à la Saint-Etienne. Je précise, je suis un jeune supporter de Saint-Étienne, T'as quel âge, mais Clem? j'ai 20 ans, 20 ans. Mais voilà, au final, trop têtu, trop borné. Et évidemment, quand même, gros point positif, le derby qui est, moi, personnellement, jusqu'à maintenant, le meilleur souvenir que j'ai en tant que supporter. Et ça, un grand merci, parce que c'était une soirée mémorable. Mais sinon, globalement, il a vite montré ses limites, aussi bien en termes de tactique que de management de groupe, je pense. Ouais. Just, tu retiendras quoi, toi, du passage d'Orneland, un peu comme Clem, son manque d'adaptabilité? Ouais, alors si je devais donner une image que je Ouais. retiens de Corneland, ça va valoir évidemment les foudres immédiates de l'infirmière Lareb. C'est que c'est une sorte d'éjaculateur précoce, en fait. C'est-à-dire il nous a tout donné d'un coup, sur une courte période. La foutre, quoi. Euh, ouais, voilà. Pardon. Et puis derrière, plus rien. Moi, j'avais, comme Clément, beaucoup aimé le début, quoi, hein. J'avais aimé Reims, j'avais aimé le PSG, évidemment, derby. Et puis, on a vu quand même assez vite que le truc manquait d'idées, que le truc était un peu toujours sur le même schéma. Et à la fin, c'est un comptage d'échecs. Moi, j'ai quand même pas compris certaines choses. J'ai pas compris effectivement sa rigidité et son manque de souplesse et d'adaptation. J'ai pas compris pourquoi il n'utilisait pas plus l'ensemble de son groupe. Les Ouais. turnovers, j'avoue que je comprends pas. Je pense qu'on le paye aujourd'hui. Enfin, je suis pas sûr qu'un Jabert se répétait aussi longuement s'il avait été géré un peu différemment. Tardieu aujourd'hui, Tardieu complètement la piste, hein. Tout ça, c'est de la gestion et voilà, jusqu'au bout, il est resté fidèle à ses idées. Alors, on peut au moins lui reconnaître ça. Je pense que c'est un mec qui avait une bonne volonté. C'est un travailleur, mais je pense qu'il n'avait pas la dimension qu'on imaginait qu'il aurait quand il est arrivé. Ouais. Bah, c'est ça, il y a un peu cette idée avec Horneland il est peut-être aussi pas arrivé au bon moment du projet qu'il meurt. Colin, au niveau du chat, qu'est-ce que vont retenir un petit peu les gens de Eric Horneland? Concrètement, bilan catastrophique pour la grande majorité du chat. En tout cas, c'est ASS 71100 qui nous le dit. Un costume trop grand pour Kurko, pardon, 87. Horneland qui restera le pire entraîneur de l'histoire de la SS selon TFL 42. Un seul mot pour les résumer, je cite l'incompétence. Le surdoué est mort avec ses idées, nous affirme Star Wars. Aucun sens tactique, un management déplorable, rajoute Fred. Horneland qui a été donc lâché depuis Annecy, nous affirme Babé Mathias, notamment avec la déclaration, je le rappelle, de Florent Tardieu. Pardon. Un des problèmes, c'est le groupe qu'il n'a pas voulu le suivre. Donc voilà, c'est aussi le management qui est pointé du doigt, un coach qui n'a jamais été proche de ses joueurs, nous affirme Stéphano. Et puis aussi des responsabilités qui sont plutôt partagées, souligne Folk 63. C'est vrai que le côté proche des joueurs qu'avait Dalloglio, Eric Horneland n'avait pas l'air de l'avoir du tout. Et c'est vrai que la transition a peut-être été un peu étrange à vivre pour les joueurs. Justement, rétrospectivement, est-ce que du coup le fait de se séparer de Horneland et de Horneland, Dalloglio pour le remplacer par Horneland
en mi-saison, recruter un coach qui ne connaît pas la Ligue 1, qui dans un club en pleine transition, est-ce que c'était pas un peu un pari un peu trop osé de la part de Kilmer? T'en penses quoi, Joss? Oui, c'est un peu comme beaucoup de choses qu'ils ont fait. Je pense qu'ils sont allés trop vite, plus vite que la musique. Ils ont voulu partir sur ce projet-là avant d'avoir construit les fondations. Le club n'était peut-être pas encore mûr pour ce type de profil. Après, moi, je pense qu'ils se sont trompés sur le profil, tout simplement, parce que je pense que ce garçon a des limites et que une trajectoire réussie dans le championnat norvégien, ça fait pas forcément une trajectoire réussie en Ligue 2 en France, enfin, Ligue 1 déjà. Donc, puis il arrive aussi en milieu de saison. Enfin, c'est toujours un peu bizarre, quoi. Ouais. C'était une erreur, mais enfin, c'est pas la seule qu'ils ont faite en termes de recrutement. Enfin, tout à l'heure. Je pense que même on cru qu'il avait le profil pour incarner leur projet et au final, en fait, non, parce que ça marche pas. Donc, oui, c'était une erreur. C'était une erreur. Je me permets, Joss, il y a encore quelques coupures. Je t'envoie dans le salon avec Kevin qui, a priori, a peut-être une idée. Et on te reprend juste après. À tout de suite. Ouais, du coup, sur cette question-là, Clément, t'en penses quoi? Est-ce que. Alors, c'est facile de parler à la fin de l'aventure, mais est-ce que rétrospectivement, on peut se dire que ouais, c'était beaucoup trop tôt, pas le moment pour tenter ça? Euh, Beaucoup trop tôt, je sais pas. De toute façon, c'est leur vision. Au bout d'un moment, ils allaient tenter. Et moi, j'étais même un peu surpris qu'ils tentent pas dès le début en ne prolongeant pas, pardon, Dalloglio. Ils ont voulu jouer une espèce de fausse continuité en gardant Dalloglio alors qu'ils savaient très bien que ça collait pas à leur vision, en maintenant Perrin, Soukas, Rustem, alors que bon, même si certains dans ces trois-là se sont mieux adaptés que d'autres, mais c'est pas totalement leur vision non plus. Moi, j'ai du mal avec ça. Je préfère si le club est racheté que bah, on y aille. C'est vision qu'il meurt et on prend le coach qui est censé correspondre au projet de jeu qu'ils veulent mettre en place. Un coach jeune qui vient de l'étranger, qui avait des bonnes datas dans leur truc. Moi, j'avais envie de dire à l'époque, pourquoi pas en fait. Je trouve Ouais. que ce serait un peu trop facile de critiquer ça maintenant. Là, forcément, on se ravise parce qu'il y a l'objectif très court terme, on Ouais. remonte en Ligue 2. Mais au final, Philippe Montagnier, il signe un contrat de 6 mois avec un an d'option. C'est pas Joe Horneland qui signait, je crois, Hmm. pour 3 ans. C'est différent pour moi. C'est différent. Et en fait, non, ouais, je sais pas, je leur en veux pas plus que ça d'avoir tenté un coach entre guillemets Paris où tu fais un mec de l'étranger qui a pas de référence dans le top 5 européen et où bah, tu as moins de garanties. En fait, c'est leur vision. Si on accepte leur argent, si on accepte la manière dont ils voient le foot, je pense qu'à ce moment-là, il fallait accepter ça aussi. Ce qui n'empêche pas que au final, bah, on peut dire que c'est un échec parce que, comme on a dit, manque d'adaptabilité, pardon, et que bah il y a eu plusieurs choses qui ne sont pas allées. Mais ouais, je sais pas. Moi, ça, dans le processus qu'il meurt, une fois que Dalloglio Ouais, a c'est été logique. viré, Ouais. ça m'a pas plus choqué que ça, ouais. Moi, là où, alors je prends le micro du chroniqueur quelques secondes, mais euh, là où je trouve que c'était quand même osé comme pari, c'est que au-delà de la durée du contrat, je me souviens quand il est arrivé, il y a vraiment eu l'idée de on veut appliquer sa philosophie de jeu à tous les étages du club, pas que à l'équipe première. On va faire infuser sa philosophie dans le centre de formation, dans l'équipe première. Enfin, tout a été. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu un peu de charrue avant les bœufs. Et c'est pour ça que, bon, jusqu'à Boulogne, où là, c'était effectivement évident qu'il allait partir, moi, je me disais, si ça se trouve, on va rester avec Horneland pendant encore longtemps parce qu'ils vont assumer jusqu'au bout, parce que bah, l'effet concorde, quoi. On a investi tellement, on s'est tellement dit que c'était la solution que maintenant, c'est trop tard pour faire demi-tour, quoi. Bah, En tout- c'était clairement ça. C'était la figure de leur projet, hein. c'est ça. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Ils avaient tout misé sur lui. Pour eux, c'était le coach qu'il fallait, qui allait rester plusieurs années à Saint-Etienne, qui allait nous emmener en Coupe d'Europe et tout. Pour eux, c'était la figure du projet. Au final, on voit comment ça se finit. Ouais. Mais en tout cas, c'était un choix assumé et qui leur correspondait.
À partir de là, ils se sont trompés, mais est-ce qu'à l'époque, on peut vraiment leur reprocher ça? Je ne sais pas. Et je précise juste, petite info, on confirme pour Pierre et quoi à Watford, on a pu se faire confirmer l'information, et c'était pas précisé pardon, dans le tweet du journaliste anglais, Ouais. mais c'est bien un prêt. On ne sait pas encore s'il y a une option ou pas. C'est ce qui était évoqué dans l'après-midi en tout cas, mais en tout cas, c'est bien sous la forme d'un prêt. On ne parle pas d'un transfert sec, ce qui est logique étant donné que Pierre Ekwa n'a pas joué depuis 6 mois. Donc, Oui. personne ne va poser de l'argent cash sur lui. Oui, oui. Dans tous les cas, au moins on n'aura pas un salaire à payer d'un joueur qui ne joue pas sous nos couleurs. C'est quand même une très bonne chose d'avoir réussi à lui trouver un point de chute. Et puis peut-être que s'il joue, il pourra garder un semblant de valeur marchande et donc on pourra peut-être toucher un petit bout de ces millions investis sur son dossier. Euh, Le but, Pour rappel, donc ce matin à midi, enfin avant midi, il y avait la conférence de presse de présentation de Montagnier et évidemment le cas Orneland a été abordé et Us Family qui était présent aux côtés de Philippe Montagnier a dit c'est une période difficile pour le club, nous ne sommes pas là où nous voulons être, nous devons en assumer la responsabilité, nous tous, moi-même, l'équipe de direction, le personnel, les joueurs, tout le monde doit assumer ses responsabilités. Et justement, bah, c'est ma question. Du coup, Clément, on parle de l'échec de Eric Orneland, mais est-ce que l'échec, c'est pas presque plus l'échec de la direction que l'échec d'Eric Orneland? tout autant, du moins. Pour moi, tout autant. Ouais, Mais juste, on sait que dans le football, ça marche comme ça. Le premier qui saute, le premier fusible à faire sauter, c'est le coach. Donc, c'est ce qui se passe actuellement chez nous. Mais et Orneland est autant responsable avec son manque d'adaptabilité, avec son coaching un peu bancal, avec son management qui laisse à désirer, que Kilmer, qui sur plusieurs mercatos a été incapable de nous dégoter des latéraux potables ou du moins qui pouvaient se fondre dans le projet. Qui a maintenu certaines personnes à des postes où peut-être on se demande encore ce qu'elles font là, que la cellule de performance avec même tous les préparateurs physiques et le directeur de la performance, Oloan, qui est arrivé cet été, où les relations avec Orneland étaient désastreuses et on se demande premier degré comment est-ce que ça se passe vraiment au quotidien, parce qu'il y a des choses, nous, qui nous reviennent aux oreilles, qui interrogent vraiment que les joueurs, où on en a parlé plusieurs fois, on a l'impression que sur certains matchs, ça prend de haut, ça manque vraiment d'humilité. C'est un tout en fait, c'est un tout, joueurs, coach, dirigeants, les petites mains du staff et tout. Pour moi, c'est un tout. Juste, on sait que dans le foot, ça marche comme ouais. ça. C'est le coach qui vire en premier. Je vais essayer de récupérer Joss. On va voir ce que ça va donner. Hop, alors, Joss, je me suis permis de te récupérer directement. Est-ce que ça va? J'étais en train de discuter avec Keket, tu m'as coupé le sifflet là. Eh ben alors attends, je te redéplace Est-ce alors. alors on a fait des bidouilles, hein. Est-ce que tu m'entends mieux là? Bah là, j'ai l'impression que c'est nickel. Ouais, d'accord. Bah bravo. Merci Ah, Kevin, merci Joss. ouais. Parfait. Et je pense qu'on était simplement sur un problème de connectique en fait, tout simplement, tout bêtement. Ok. Alors oui, bah du coup, on était en train de Vous avez, terminer. vous avez dit trop de conneries pendant que j'étais pas là? Non, par contre, pendant que t'étais pas là, il y a Ekwa qui est parti. Oui, qui est signé à Watford, oui, j'ai Tout à entendu. fait, voilà. Bah justement, on était en train de clôturer un peu le sujet Orneland. Est-ce que malgré tout, parce que bon, on va pas se mentir, quand un coach est renvoyé, c'est que il y a une situation d'échec. Est-ce que malgré tout, le passage d'Orneland, euh, vous trouvez qu'il a fait progresser la SSE sur certains points, certains joueurs, dans le style de jeu, dans l'organisation des sessions, tout ça? Est-ce qu'il y a un point sur lequel il y a eu du progrès sous sa direction, Joss? Ah, c'est difficile de dire ça. Moi, je trouve il a quand même amené, malgré tout, on sortait d'un football très français, je trouvais, amené un autre type de football. Moi, j'ai trouvé ça intéressant quand même, dans l'absolu. Après, je pense qu'il a raté tout le reste, hein. Mais moi, j'ai aimé quand même, je reviens toujours au début, cette nouvelle façon de jouer, la capacité d'aller jouer au PSG en allant les chercher. Moi, j'ai trouvé ça bien. Après, je pense qu'il n'avait pas les outils pour faire durer ça dans le temps. Ouais.
Mais ça, dans ce sens-là, moi j'ai aimé. Je trouve que ça a été un apport, un truc qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'ici. Maintenant, voilà, la limite de tout ça, c'est qu'il n'est pas arrivé à en faire un projet, quoi. Ça a été une population précoce. Je suis désolé pour là, mais on en revient toujours à ça. C'est dommage. Colin, dans le chat, est-ce que à quoi ressemble l'épitaphe d'Orneland de nos supporters? Ah, évidemment, ça fait beaucoup parler, mais c'est surtout les responsabilités partagées de cet échec, pardon, qui est mis en avant. Stéphane qui dit que Kilmer est le premier responsable de la situation sportive de l'AS Saint-Etienne. Foulk 63, hein, évidemment, qui liste les blessés, les joueurs qui se désintéressent du projet global. C'était une mission impossible pour Eric Orneland. Également une erreur de casting de la part des dirigeants, insiste Stéphane, dans l'effectif, notamment pour Leila qui dit que le coach correspond au projet, mais ce sont les joueurs qui n'étaient pas le cas, que le niveau athlétique, selon Jimmy, ne correspondait pas au jeu prôné par Eric Orneland. Et ça pense aussi, évidemment, à l'après Philippe Montagnier, Gaël, qui affirme sa peur, en tout cas, de se retrouver avec le même genre de coach dans moins d'un an. On verra bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre effectivement de est-ce qu'il y a monté en Ligue 1 ou pas. Justement, eh bien écoutez, si on monte en Ligue 1, a priori ce sera Philippe Montagnier notre coach puisque donc il a signé pour 6 mois avec 1 an de prolongation si jamais les objectifs sont atteints, donc s'il y a une montée en Ligue 1. Et je vous propose que nous passions directement sur eh bien le CV de notre nouvel entraîneur, Philippe Montagnier. Est-ce que, Clément, pour toi, c'est le profil idoine est-ce que c'est le meilleur profil qu'on pouvait avoir pour viser la remontée en Ligue 1 sur le court terme? Et bah, quand je vois tous les noms qui ont circulé un peu, je suis pas loin de le penser, ouais, parce que Franck Hez, qui sort d'une expérience compliquée, éprouvante à Nice, qui est quand même un peu, j'ai l'impression, grande gueule. Wilfried Nancy, qui sort d'un truc tout chaud, pareil, au Celtic, où ça s'est très mal passé. Il y en avait d'autres qui ont été évoqués. Je leur voyais tous un ou deux gros points négatifs. Philippe Montagnier, au final, c'est un coach qui a l'expérience de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Il a fait 3 montées, si je dis pas de bêtises, de Ligue 2 à Ligue 1. Toulouse, Boulogne, Lens. Donc ouais, coach français, mais qui parle aussi anglais, espagnol, de ce que j'ai lu. Qui a fait des expériences à l'étranger, qui a gagné des titres. Ouais, c'est un mec quand même qui en impose, qui est peut-être oui, qui est sûrement plus pragmatique qu'Orneland, ça c'est une certitude, mais qui est peut-être plus aussi dans une optique football moderne que Dalloglio quand même. C'est peut-être un peu le parfait entre deux, j'ai envie de dire. Ouais, franchement, quand je vois tous les profils qui ont été évoqués, j'ai envie de dire que c'est vraiment pas déconnant. Pourquoi pas, clairement, pourquoi pas. C'est vrai que par rapport à Wilfried Nancy et Francaise que tu évoquais, bah, il l'a dit en conférence de presse, hein, d'ailleurs ce matin, Montagnier, c'est que il arrive plein d'enthousiasme. Il avait voulu couper après sa dernière expérience d'entraîneur et qui à Toulouse qui s'est terminé en 2023 si je dis pas de bêtises. Et là il arrive plein d'énergie, ce qui n'aurait pas forcément été le cas pour Francaise ou même pour Wilfried Nancy qui a fait que 8 matchs, hein, je crois. Là-haut à Glasgow, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ouais, clairement, Philippe Montagnier, bah, quand Saint-Etienne le contacte, on a pu lire dans la presse qu'il était en Australie, qu'il était en plein tour du monde. Et moi, on m'a dit qu'il était dans un train de vie où clairement, c'était le mec ne consommait plus trop de foot, il avait coupé avec tout. Ce qui l'intéressait, c'était sa petite vie, aller à la pêche tous les matins. Il était vraiment totalement déconnecté. Donc là, il va arriver avec l'esprit au clair, au frais et prêt à se focaliser sur la Saint-Etienne. C'est peut-être pas plus mal par rapport à des coachs qui sortent d'expériences un peu bourbier. Toi, au niveau du profil Joss, est-ce que c'est un profil qui te hype, qui te donne envie? Ah, le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme on dit. Moi, je suis pas un grand fan de Montagnier. Dont je connaissais pas forcément bien, mais c'est pas quelqu'un qui m'aurait fait rêver comme ça. Après, quand on regarde un peu factuellement ce dont le club a besoin
avec cet actionnaire et qui veut le faire, je pense que l'idée, elle n'est pas si débile que ça. De par son cursus, de par le fait qu'il est multilingue, de par le fait qu'il a déjà travaillé dans cet environnement, c'est-à-dire avec un actionnaire étranger, travaille beaucoup avec des profils jeunes, et puis c'est quelqu'un qui a des références en France. Il a plus de références que n'en avait en Hollande. Donc j'ai envie de me dire que c'est pas si con que ça. Pas si con que ça. Après, j'avais été surpris quand j'ai vu son nom parce que comme ça en première lecture, on disait qu'on était un peu sur un pas de côté par rapport à la philosophie générale de l'actionnaire, très international. Voilà, moi je croyais vraiment qu'on allait voir débarquer un mec de MLS ou d'un autre championnat. Il ressemble plus Du au coup, profil Galtier que Horneland, ça c'est sûr. Alors oui et non quand même. Enfin, je trouve qu'il est plus international dans son approche que Bien ne sûr. pouvait l'être Christophe Galtier. C'était notre époque aussi, voilà. Oui. Mais j'ai envie peut-être d'y voir une preuve enfin d'intelligence et d'adaptation de la part de l'actionnaire. C'est un pas vers, j'ai un peu compris ce qu'est le championnat français en fait. Alors que jusqu'ici, ça me paraissait pas clair. Donc voilà, on verra bien. J'ai envie de laisser sa chance au produit, même si effectivement, moi, quand on parlait à la fois de Francaise et de Montagnier, j'avais naturellement plus envie de voir Francaise. Et en même temps, Francaise, il a une expérience super réussie à Lens et une expérience super ratée à Nice. Donc voilà, je répète, je pense que l'idée est pas si débile que ça. Alors justement, Philippe Montagnier était en conférence de presse ce matin. Vous avez la transcription des meilleurs moments de sa conférence de presse sur le site Peuple VR, bien sûr, où vous pouvez aller directement écouter la conférence de presse de Us Family et Philippe Montagnier sur la chaîne YouTube de la SSE. Si on reprend un petit peu quelques extraits, il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup parlé, c'est « Je leur ai dit qu'il fallait se mettre au travail, même s'il y a du talent dans cette équipe, le talent, ça fait que 10%, et il y a 90% de travail et de sueur. C'est le message que je leur ai donné. » Fermez les guillemets. Est-ce que, pour toi, Clément, tu vois cette déclaration comme un peu une pique envoyée en mode oui, bon, bah ça va, on a bien vu que ça bossait pas trop, on a bien vu que ça allait un peu en boîte de nuit, maintenant on va se mettre au boulot. Est-ce que tu l'entends comme ça, toi ? Oui, je l'entends comme ça et visiblement c'est ce qu'il leur a dit, même de manière encore un peu plus franche, la veille, dimanche matin, lorsqu'il les a sollicités, les joueurs, pour une réunion. Il n'a pas l'air d'avoir apprécié ni le match contre Boulogne, ni les retours qu'il a pu avoir sur les entraînements, ni probablement les autres matchs qu'il a vus. Et ouais, son maître mot, ça a l'air d'être travail, travail, travail. Je pense que ça va pas forcément être rigolo pour certains qui se plaignaient déjà de l'intensité qui pouvait être mise aux séances. Après, un autre point qui est intéressant avec Montagnier, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il dit aussi qu'il veut être peut-être plus dans une adaptabilité des séances pour certains qui ne peuvent pas encaisser forcément la même charge de travail et d'entraînement. Et ça, c'était un des gros problèmes qu'il y avait sous Horneland, c'est que on demandait des fois trop la même chose à tout le monde, alors que certains joueurs ne sont pas capables, évidemment, de produire les mêmes efforts à la même intensité et avec le même nombre de répétitions. S'il peut s'adapter là-dessus, c'est top. Mais oui, je pense qu'il va falloir que certains se bougent sérieusement. C'est un peu ce qui ressort de sa conférence de presse, je trouve. C'est le mot adaptation. C'est que, comme tu dis, il l'a dit, je préfère un joueur qui arrête son entraînement 20 minutes plus tôt plutôt qu'un joueur qui va jusqu'au bout de l'entraînement et qui, du coup, se blesse pour les 3 prochaines semaines. Enfin, voilà, il a beaucoup parlé d'adaptation sur plein d'aspects différents. Et bon, alors, ça reste une conférence de presse d'arrivée. Hein, on verra ce que ça donnera en pratique. Mais c'est vrai que c'est un peu différent d'Orneland qui était droit dans ses bottes et qui avait une idée et qui voulait qu'elle aille jusqu'au bout. Colin, dans le chat, les premières impressions sur Philippe Montagnier, est-ce que tu vois des gens mitigés? Est-ce que tu vois des gens plutôt convaincus par le profil du coach? Ah bah évidemment, déjà beaucoup de satisfaction, hein. Yanis qui nous dit que Philippe Montagnier était le meilleur profil de l'expérience en Ligue 2, qui a déjà travaillé avec de la data, qui sait jouer à 4 derrière, qui maîtrise aussi la langue française évidemment. Et puis Toubi Barneau, pardon, qui nous dit qu'il était un peu compliqué aussi d'aller débaucher un coach, hein, qu'il faut prendre en compte, qu'il fallait prendre beaucoup de critères, qui plus est durant un mercato hivernal en Ligue 2. Et puis Nathalie qui trouve que Kilmer s'est adapté
adapté, qu'ils ont reconnu leur erreur, un compromis data et connaissance du foot français, nous analyse El Cato. Alors évidemment, il y a aussi quelques attentes. Kurko 87 qui attend de voir le plan de jeu, des actions construites sur le terrain. Céline nous décrit un coach capable de remobiliser son vestiaire, d'imposer une rigueur tactique et quelques inquiétudes aussi. El Cato qui trouve que c'est le gros bazar, qu'on change de coach tous les ans. Johan a l'impression d'un retour en arrière, comme le disait Joss, plus qu'une progression pour le coup. Et puis finalement, c'est le même effectif. Je cite Gaël sur YouTube, Montagnier, le pompier de service avec de beaux camions, mais sans eau. Alors, pompier de service, oui et non quand même, parce que on sait aussi, et il l'a dit ce matin en conférence de presse, et ça fait partie de son CV, il a jamais pris un club en cours de saison. Bah tiens, c'est affiché là à l'écran. C'est la première fois qu'il fait une mission comme ça, où il arrive en cours de saison. Donc on va voir, je pense qu'on a tous et toutes hâte du match contre Montpellier, effectivement, pour voir ce qu'il va mettre en place. Autre déclaration de Philippe Montagnier ce matin: je suis attaché à certaines valeurs, la rigueur et la discipline vont être importantes, l'humilité aussi. On peut être ambitieux et humble, ce sont des valeurs qu'il faut vite transmettre au club. Et effectivement, il a parlé des grands joueurs qu'il a pu côtoyer dans les autres clubs, Drogba, Essien, Griezmann, Dembélé, en disant que tous ces grands joueurs étaient avant tout des joueurs très humbles. Je sais, mon cher Joss, que c'est quelque chose que tu as tendance à souvent reprocher à certains de nos joueurs, notamment un certain chevelu barbu qui me ressemble un peu, paraît-il, Zurico Davita chevelu. Est-ce que pour toi c'est un peu un des gros points à améliorer dans notre groupe, ce manque d'humilité? Oui, oui, enfin, oui, il y a un manque d'humilité. Je pense qu'il y a un peu un manque de travail aussi. Mais une fois encore, je pense qu'il y a des éléments de contexte qu'il faut rappeler. Je pense qu'on n'a pas pris le bon chemin dès le début, avec cette impression donnée à tout le monde qu'on allait rouler sur la Ligue 2. Je pense qu'on a juste un peu la dimension humilité, la dimension travail. Chez certains joueurs, c'est plus marqué que chez d'autres. Ferreira, un très très bon exemple. Castassin aussi, je pense, peut avoir un peu cette tendance-là. Et je pense que c'est tout simplement parce que le club a été trop prétentieux. Moi, je pense que le cadre dans lequel ces mecs-là ont été mis les a confortés dans cette. Aujourd'hui, les footballeurs sont quand même de plus en plus individualistes, malgré tout. La Et société on les a l'est, et le accompagnés. football n'y échappe pas, ça c'est sûr. Absolument, et on les a accompagnés là-dedans, quoi. Voilà, on les a accompagnés là-dedans. Alors, est-ce que Montagnier va arriver à changer ça? Probablement. Enfin, en tout cas, il a l'air de vouloir le faire. Comme moi, je le dis depuis quelques temps, attention quand même. Enfin, j'ai Montagnier, c'est pas David Copperfield. Ok, il y a des recrues, on va y venir tout à l'heure, mais il y a encore, pour moi, des zones qui seront insuffisantes même après le mercato. Les latéraux. Et on change les latéraux, le milieu. Et on a pris un milieu. Et ça suffira pas. Donc voilà, il est pas magicien. Alors évidemment que le choc psychologique a existé. La question c'est combien de temps il va exister. Derrière, il n'y a pas un vrai mouvement de fond qui se met en place au niveau de l'attitude des joueurs, du caractère. Ça suffira pas. Voilà, tout simplement. Maintenant, je suis en train de c'est le bébé avec l'eau du bain. On va voir. À minima, il faut qu'il arrive à changer un peu le mindset du groupe. Et que cette équipe se remette à jouer comme une équipe déjà. Ouais. Après, ça me paraît essentiel. tu parles de la faiblesse du milieu de terrain. On a quand même Miladinovic qui est quand même un sacré joueur. On a pu le voir encore samedi. Ce serait dommage de ne pas le souligner. Je pique un peu ton taf, Colin, désolé. Je vois Guise dans le chat sur YouTube qui nous dit: et un changement de brassard, on en parle. J'avoue que moi, c'est un des trucs auxquels je pensais là, sous la douche. Je me disais, mais tiens, c'est vrai que ça pourrait déjà être un levier d'enlever le brassard à l'Arseneur. C'est pas ça qui va nous faire mieux jouer au football, mais qu'est-ce que t'en penses, Clem? Est-ce que toi, à titre personnel, on ne sait pas ce que va faire Montagnier, mais est-ce que toi, à titre personnel, c'est quelque chose que tu ferais remettre un capitaine dans le cœur du jeu? Pas forcément.
C'est pas que je sois parfaitement en accord avec le fait que l'Arsenal soit capitaine, et que je me demande qui est-ce qu'on pourrait mettre d'autre. Et quand je me demande ça, j'ai 3 noms qui me viennent en tête. Nadé. Ouais, 2, voire même 2. Tu as dit Michael Nadé, t'as dit? Ouais, Nadé, Tardieu, peut-être. Bah alors moi Nadé, pour le coup, sur le terrain, ça pourrait être plutôt logique parce que c'est un joueur fiable qui joue tous les matchs, qui est, voilà, qui est costaud, qui est là, et qui est formé au club et tout. Donc pourquoi pas. Mais sur sa place dans le vestiaire, Nadé, c'est pas possible parce que c'est quelqu'un qui est plutôt introverti, qui va pas forcément beaucoup parler. C'est pas vraiment quelqu'un qui a l'âme du leader. Donc Nadé, déjà pour moi, ça a écarté. Ouais. Tardieu, je suis d'accord, ça pourrait. Le problème, c'est qu'on voit qu'il est totalement cramé en ce moment et que quelle légitimité quand tu sais qu'il est en fin de contrat et qu'il devrait pas être prolongé. Et moi, le troisième nom qui me venait, c'est Imen Mouefek. Et là, sur la personnalité, ça colle totalement. Ouais, mais t'as besoin d'un joueur Mais qui voilà, soit plus là, voilà. quoi. Le problème, c'est que Mouefek, dans une semaine ou deux, potentiellement, il se pète pour 2 mois. Donc, quand tu pars de ce principe-là, en fait, ouais, j'ai envie de dire, bah, je pense que l'Arsenal va rester. Après, à moins que vraiment Montagnier sente Mouefek particulièrement en forme et que enfin, son caractère, sa personnalité lui inspire confiance. Sinon, je pense que ce sera l'Arsenal parce qu'en fait, tous les autres profils qui pourraient coller, il y a un petit truc qui cloche. L'Arsenal, mine de rien, même si ça peut être moyen sur certains matchs et que bah, sa sortie à Reims avait été très critiquée et est totalement critiquable. Il a été prolongé, il parle anglais, il parle beaucoup dans le vestiaire, il raconte beaucoup de choses. Est-ce qu'on a vraiment mieux que ça en stock, sachant que Mouefek se blesse tout le temps? Je ne suis pas sûr. Ouais. Bon, bah écoutez, de toute façon, là, dans les semaines qui viennent, on aura beaucoup l'occasion de revenir sur la stratégie que va adopter Montagnier. Et l'avantage d'un nouveau coach en milieu de saison, c'est qu'on va vite avoir des réponses sur les choix qu'il va faire. Mais nous sommes le 2 février 2026. Le mercato a fermé ses portes à 20h ce soir pour la France, entre autres. Donc, tu nous l'as dit tout à l'heure, là, pendant l'émission, Pierre Ecoua a donc été transféré sous la forme d'un prêt, on le précise bien, en Championship anglaise. On va faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé aujourd'hui. On va commencer dans l'ordre chronologique avec Abdoulaye Kanté, si ça te va, Clément. Ouais. Tu veux que je les présente chacun du coup? On commence avec Abdoulaye Kanté d'abord. Ok, ça marche. Bah, Abdoulaye Kanté, du coup, milieu de terrain, né en 2005, ivoirien. Saint-Etienne cherchait un vrai 6 depuis le début du mercato. C'était la grosse priorité parce que le poste était laissé vacant par Pierre Ecoua, qui du coup, comme on l'a dit, va quitter l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne a essuyé pas mal de refus, a beaucoup galéré dans ses recherches sur ce poste-là. Et au final, c'est Abdoulaye Kanté qui arrive en prêt avec option d'achat en provenance de Middlesbrough en Championship, deuxième division anglaise. Et voilà, c'était vraiment la priorité pour le coup et ça a été fait sur le tard, certes, mais ça a été fait. Tu peux me redire le coût de la transaction? Ça a pas vraiment fuité. Ça a Ok. pas vraiment fuité. Franchement, on sait pas trop, mais à vue d'œil, vu le prix auquel il a été acheté, vu le peu de temps de jeu qu'il a eu là-bas, je te dirais que pour moi, c'est entre 3 et 4 millions d'euros l'option d'achat. Ok. Mais c'est pas une info, c'est plus un ressenti. Un ressenti, d'accord. Joss, justement, sur ce profil, alors, je suppose que comme moi, c'est pas le joueur que tu connais le plus et que tu as vu le plus jouer, mais euh, on sait à peu près les qualités qu'il a avec ce qu'on en a lu. On sait aussi, effectivement, qu'il a été pas mal blessé et donc qu'il a eu très peu de temps de jeu ces derniers temps. Est-ce que ça te paraît être un profil intéressant pour jouer 6? Bah, oui, il en a des caractéristiques en tout cas. La question de son potentiel athlétique et de sa condition physique est posée. De toute façon, il fallait absolument quelqu'un poste-là. Moi, j'ai plus d'interrogations sur. Il est jeune. Enfin, là, on est dans le projet, donc parmi les choses qui ont beaucoup beaucoup manqué à cette équipe, moi, je trouve qu'il y a le caractère. Euh, et c'est alors après, on peut avoir du caractère, hein, mais il a pas beaucoup joué, donc je sais pas dans quel niveau de confiance il est.
Mais je vais pas commenter plus parce que je le connais pas suffisamment bien. On verra bien, il arrive à intégrer à cette équipe-là. On verra bien. Et Pas plus de commentaires à faire. ok, mais d'ailleurs, on parle de... c'était la priorité d'avoir un numéro 6 pour remplacer Pierre Ecois dans le projet de jeu de Eric Orneland, mais est-ce qu'on est sûr que Montagnier va jouer dans ce même 4-3-3 qu'on a eu l'habitude de voir pendant cette dernière année? Si ça se trouve, Philippe Montagnier va vouloir jouer je sais pas, en 4-2-3-1 et du coup sans numéro 6 en réel sentinelle. Potentiellement, on pourrait jouer 106. T'en penses quoi, Clément? Oui, c'est possible. Après, il a déjà joué en 4-3-3 par le passé. Là, il a plutôt les joueurs pour jouer en 4-3-3. À la limite, s'il joue en 4-2-3-1, tu peux aligner un double pivot Kanté Mouefek ou Tardio Mouefek. Bon, ça me semble totalement ok. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore la certitude, parce qu'on n'a pas vu sa première compo, parce qu'on n'a pas pu avoir de retour sur cette mise en place tactique de quel système va mettre en place Philippe Montagnier. Ouais. Mais ça m'étonnerait qu'il chamboule tout et qu'il arrive avec une défense avec des pistons, par exemple, parce que, vous me direz peut-être Ferreira et Hanan seraient plus à l'aise en piston, mais Ferreira, du coup, on part sur une période d'absence. Hanan, il va falloir qu'il reprenne le rythme. Et imaginons que un de ces deux Laspets qui est arrivé plusieurs fois cette saison, qui est-ce que tu as derrière? Pas grand monde. Moi, je pense qu'on repartira sur une défense à 4 et que quoi qu'il arrive, que ce soit en 4-2-3-1 dans un double pivot ou alors en 4-3-3 avec une sentinelle, Kanté pourra s'épanouir, je pense. Colin, dans le chat, sur ce premier profil donc, dont on a eu l'officialisation il y a quelques jours, qu'est-ce qui ressort? Quelques interrogations évidemment. On s'interroge surtout sur où est-ce que le joueur peut jouer. Certains s'interrogent notamment comme Stéphane, c'est plutôt à court terme quelques interrogations au niveau des blessures. On parle aussi d'un jeu en double pivot pour le milieu de terrain. Ok, très bien. On va passer au deuxième profil, Julien Le Cardinal, donc qui a été annoncé ce soir. Ouais, Julien Le Cardinal, donc défenseur central droitier, qui peut également jouer latéral droit, qui nous vient du Qui Stade va probablement brestois. jouer latéral droit d'ailleurs, dans Oui, un oui, premier oui, temps. oui, oui. À voir entre Kevin Pedro et le Cardinal, qui est-ce qui sera mis central, qui sera mis latéral, parce que les deux peuvent occuper les deux postes. Mais en tout cas, il a été recruté aussi et surtout pour cette polyvalence-là. Ça sera à prendre en compte évidemment. Et donc, qui nous vient du Stade brestois, qui a signé un contrat jusqu'en 2027 avec une année en option. Pour le coup, là, on n'est pas sur un prêt avec option, mais on est sur un transfert sec. 1 500 000 euros plus 300 000 euros de bonus, ce qui peut paraître peut-être un peu beaucoup pour un joueur qui a joué 5 matchs cette saison et qui n'a pas forcément non plus une cote énorme. Mais bon, c'est comme ça. Et alors ça, c'est une priorité qui est arrivée un peu sur le tard, le fait de faire un deuxième central, parce que Saint-Etienne a toujours réfléchi à se renforcer en défense sur ce mercato-là. Mais le renfort en défense, on pensait que ce serait du coup le joueur qu'on va évoquer après, Soumaoro. Sauf que il y a eu la blessure de Chico Lamba. Il y a eu aussi le match de Ferreira de samedi et ce fameux coup de poing dans le mur. Et on s'est dit, va peut-être falloir s'activer sur un deuxième profil en défense. Donc sur les dernières heures, derniers jours du mercato, il y avait la vraie volonté de faire un central droitier, si possible, pouvant jouer à droite. Et c'est ce qui a pu être fait avec un joueur qui a finalement pas tant joué que ça en Ligue 1, mais qui en Ligue 2, aussi bien à Bastia qu'au Paris FC, a quand même une certaine expérience, je crois, plus de 40 matchs. Ouais. Oui, et puis il a quand même une petite cinquantaine de matchs avec Brest quand même, donc oui, c'est sûr que c'était pas un titulaire indiscutable, mais on a quand même pu le C'est voir un ça, petit peu. voilà. Justement, Joss, Julien Le Cardinal, c'est peut-être le profil qu'on connaît le mieux parce qu'on l'a vu jouer au moins, contrairement à Palberg par exemple, dont on va parler après. Qu'est-ce que tu penses de ce profil? Alors là, pour le coup, je parlais tout à l'heure d'essayer de trouver un peu des gens avec pas plus d'expérience, peut-être un peu moins jeunes, et pour amener aussi ce caractère et cette capacité à gérer les événements dans un match. Lui, il me semble cocher ces cases-là. Expérience Ligue 1,
j'en ai pas l'image d'un mec extraordinaire, mais c'est un mec qui fait le taf, quoi. Donc, il amènera probablement à cette équipe-là cette dose d'expérience qui lui manque. Et avec tous ces jeunes en devenir et ces gens à développer, il faut des piliers comme ça, à certains endroits du terrain. Moi, je trouve même qu'on n'en a pas assez, en fait. Donc moi, je suis plutôt content. Alors après, ça répond aussi à un besoin qui est un besoin conjoncturel avec tous les défenseurs centraux qui se pètent les uns après les autres. Et je sais pas s'il l'aurait fait sans ça. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée. Voilà. Moi, je suis plutôt content de ça. Ok, Et bon, là encore, peut-être un bout d'évolution de l'approche de nos dirigeants vers des choses un tout petit peu plus connectées à notre championnat. oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, petite réflexion que je me suis faite tout à l'heure en faisant le bilan des noms qui arrivent. Bon, Montagnier, même s'il est polyglotte, sa langue maternelle, c'est quand même le français. Julien Le Cardinal, sa langue maternelle, c'est le français. Soumaoro, il est parisien, donc sa langue maternelle, c'est le français. Enfin bref, je sais pas s'il y a une analyse à faire de ça, mais effectivement, peut-être que il y a pas un changement de direction, mais un peu d'eau mis dans le vin du verre de Kilmer, quoi, à ce niveau-là, sur les profils. Dans le chat, Colin, Julien Le Cardinal, donc effectivement, est-ce que c'est c'est quand même le profil qu'on connaît le mieux parmi les noms qui sont arrivés? En tout cas, c'est pareil. Le chat est plutôt satisfait de l'arrivée de l'ancien Brestois, disons. Bonne recrue, le Cardinal, pour moi, nous dit ASS 71 100. Un joueur intelligent, nous décrit Bob Lazar. Du solide en défense centrale pour Celo Blaise. Et un apport immédiat dont l'effectif a besoin pour Jeff. Et on a aussi quelques comparaisons avec des anciens Stéphanois. Jimmy qui nous dit que le Cardinal est un espèce de Briançon et le Cardinal, ça sent comme Giraudon pour AC Milan France. Giraudon, un grand souvenir aussi. Troisième profil, mon cher Clément, Aboubaka Soumaoro. Exactement. Donc, Aboubakar Soumaoro, défenseur central, gaucher, né en 2005, 20 ans, formé au Paris FC, qui était depuis l'hiver dernier à Hambourg, en Allemagne, et qui débarque à l'AS Saint-Etienne, là, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, comme Kanté. Et alors, on parle d'une option d'achat côté allemand à 5 millions d'euros. Pour Aboubakar Soumaoro, voilà, défenseur central gaucher, mais qui peut aussi jouer latéral gauche, qui peut aussi jouer sentinelle. C'est pareil, un joueur qui a été recruté en partie pour sa polyvalence. Pas mal blessé ces derniers temps également, mais moi je me souviens quand il était au Paris FC, et je l'ai déjà vu jouer en équipe de France de jeune un peu. Ouais, avec le 19. C'est un joueur qui a quand même un bon niveau. Je pense que s'il n'y a pas de blessure, c'est un joueur sur qui on peut clairement lever l'option d'achat et faire une plus-value. Hein. On n'est pas sur un petit profil. Soumaoro, s'il joue, à mon avis, ça va prendre. Bah justement, la question c'est est-ce qu'il va jouer? T'en penses quoi, Joss? Est-ce que tu penses qu'il peut trouver sa place? Parce que on le disait, hein, son poste de prédilection à la base, c'est quand même défenseur central. Il y a Michael Nadé qui est quand même plutôt bien en place. Bon, Bernauer et Lamba sont blessés. Pedro montait quand même pas mal en puissance. Il y a aussi Julien Le Cardinal qui peut prétendre à une place. Est-ce que tu le vois jouer, Soumaoro? Et si oui, où? Ce qui est intéressant, c'est sa polyvalence sur le côté gauche. Défenseur central axe gauche, arrière latéral gauche, qui pour moi est un de nos plus gros problèmes aujourd'hui. Je crois qu'il a aussi fait quelques matchs en sentinelle. Tout à fait. Donc c'est intéressant pour la polyvalence. Mais je vais faire le même commentaire que pour Kanté. On ne sait pas trop où il en est. Il est jeune. Ça peut être une super réussite si le mec a le bon mental et se dit je viens pour me relancer, pour me montrer. Ça peut être tout bénef. Comme ça peut ne pas marcher parce qu'il a 20 ans et que c'est pas forcément évident d'assumer une responsabilité à cet âge-là quand t'es en rupture de banc, quoi. Voilà. Ouais. Après, moi, sur les deux en question, je compte beaucoup justement sur le fait qu'à 20 ans, tu te poses un peu moins de questions existentielles aussi. Hein. Ouais, Dont, t'as la dalle, quoi. T'as envie de bouffer du terrain. oui, ils ont eu l'intelligence de bouger pour avoir du temps de jeu. Alors, c'est peut-être les agents qui ont poussé à ça aussi.
c'est déjà, je trouve, plutôt une bonne démarche, plutôt que de cirer un banc. Et ils sont à l'âge où, normalement, tu dois quand même avoir un peu l'envie de tout casser, de te montrer. Alors, pas pour briller à la SS, parce que j'imagine qu'ils sont tous les deux plus haut, mais justement, profitons-en. Et dans le cas de Soumaoro, moi, j'aime bien l'idée de sa polyvalence. Ouais. On a bien vu que derrière, côté gauche, ça grince dans les montées. Ça peut être vraiment bien. Colin, dans le chat sur le profil de Soumaoro, qu'est-ce qui ressort? Bah, écoutez, le joueur suscite surtout de la curiosité dans le chat. SS 71100, très honnête, qui nous confie ne pas le connaître du tout. Et puis il y a quelques interrogations aussi sur le prix. Le montant de l'option d'achat, c'est quelque chose, observe le Babé Mathias. 5 millions, tu peux presque faire de Ferreira, mais aussi un petit peu de positivité. Jimmy qui trouve que le joueur va amener de la concurrence, un profil très athlétique. Et S. Boulas qui croise les doigts. Soumaoro sans blessure, c'est très fort. Eh ben, on va lui souhaiter en tout cas de réussir chez nous. Ce serait de bon augure. Il nous reste un joueur qui est arrivé, alors qui n'apparaît pas là sur le papier de l'effectif, mais c'est Palberg. C'est ça. Je le prononce Martin bien. Chris Palberg. Martin Chris Palberg, attaquant estonien, né en 2008, qui est déjà international avec l'Estonie, avec l'équipe A, qui jouait en D1 dans le championnat estonien, qui a déjà planté en D1. Précocité assez folle là-bas, il est jugé un peu comme le meilleur talent du pays, clairement. Saint-Etienne le prend pour sa réserve dans un premier temps. Il va quand même s'entraîner avec les pros. Il s'est déjà entraîné avec les pros depuis hier. Mais voilà, c'est un joueur qui est censé commencer avec la réserve, progresser petit à petit et à court, moyen terme, commencer à gratter du temps de jeu si tout se passe bien. Mais de ce qu'on nous a dit sur ces 2 premières séances, pour l'instant, les retours sont plutôt positifs. Ce qui n'était pas forcément le cas, par exemple, d'un Stojkovic sur ses premières séances où tout de suite certains avaient vu des choses étonnantes, balle au pied, même s'il n'avait pas forcément encore le rythme. Là, Palberg, sur les premières séances, visiblement, les retours sont plutôt pas mal. À voir tout simplement ce que ça va donner avec la réserve. Bon, alors moi, personnellement, c'est un joueur que je connais bien parce que j'ai vu une vidéo de 10 minutes de lui. Mais toi, Joss, je crois que c'est pas un joueur que tu connais très très bien. Non, mais enfin, je me suis renseigné un peu. Elle me prend pas pour une truite, Kun. En vrai, si ça vous intéresse, je me moi, permets quand même de vous dire, il y a une bonne vidéo sur YouTube d'un mec qui s'intéresse beaucoup à la data et qui a fait un peu son profil et vidéo assez intéressante. Moi, alors bon, c'est un gamin, enfin voilà. Et puis surtout, et on a eu des expériences comme ça, et puis même le coach, enfin, Hold, ne sous-estimons pas le déracinement culturel, le temps d'adaptation, c'est quand même super important. Mais après, c'est c'est un profil qu'on n'a pas en fait. Un vrai neuf, un peu déménageur de piano. Moi, je trouve ça intéressant. Ça offre une palette différente des attaquants axiaux qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il est hors du temps. Il faut surtout pas commencer à se dire tiens, quand est-ce qu'il attaque en titulaire en Ligue 2. Je pense que c'est pas pour cette année en fait. Voilà. Ça sera peut-être même pas pour le début de l'année prochaine. Je trouve la démarche intéressante. D'aller chercher un peu en amont des mecs prometteurs. Après, encore complètement terminé en termes de peut être une très bonne surprise. Et puis si ça marche pas, ça sera un échec comme ça arrive. Mais en tout cas, le fait d'anticiper un mec de cet âge-là, je trouve ça pas con. C'est ça, on le reprécise, hein, mais il a 17 ans, il arrive dans le cadre de la post-formation. On a déjà Stassin et Dufus pour jouer numéro 9 avec Boakier qui peut aussi tenir le poste. Donc clairement, il vient pas pour briguer une place de titulaire tout de suite. Après, on verra s'il est brillant à l'entraînement, peut-être qu'il arrivera à trouver sa place rapidement. Colin, dans le chat, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée par rapport à 2 profils. Et puis sur Palberg, j'imagine que les gens ne sont pas forcément des experts, ou alors comme moi, ils ont vu la vidéo de Florian Tonucci et ils se connaissent tous du joueur.
Et justement, pour l'Estonien, on nous demande d'en parler depuis une petite dizaine de minutes facilement. En tout cas, Yanis, lui, il apprécie le fait qu'on se lance, qu'on se lance dans la post-formation. Beaucoup d'optimisme aussi, peut-être un peu trop Xuber qui voit Palberg au Bayern dans 5 ans, peut-être à 3 ans dans Leipzig, à Leipzig aussi. Un peu plus de réalisme pour d'autres. Pourquoi pas pour remplacer Stassin, nous dit Jeff. Jimmy qui observe un joueur qui va se préparer, qui va s'étoffer avec la réserve. Les Boulas qui lui sent la grosse surprise, je cite. Et puis petite question aussi de AC Milan France qui demande est-ce que Adam Ballal et Ismaël Baouf peuvent encore arriver ou c'est compromis pour les deux espoirs? Je vous laisse répondre. Je peux vous répondre totalement pour ces deux profils-là. Alors Ismaël Baouf, déjà, qui est du coup un défenseur central qui évoluait en D2 belge. Il y a eu la rumeur, mais c'était un profil qui a été étudié pour du coup le défenseur central droitier. Au final, on prend Julien Le Cardinal, donc non, on ne prendra pas Ismaël Baouf. Et d'ailleurs, c'est pas aller plus loin que ça dans les échanges avec ce joueur-là. Et ça fait plusieurs jours déjà que c'est acté qu'il ne viendra pas à Saint-Etienne. Par contre, pour Adam Ballal, c'est fait, c'est bouclé. Donc lui, c'est un milieu de terrain de 18 ans, né en 2007, qui est issu de l'académie Mohamed VI au Maroc, qui joue actuellement avec l'Union Touraga en Botola, première division marocaine. Milieu de terrain qui va venir renforcer le groupe réserve dans un premier temps. Alors je ne sais pas très honnêtement s'il sera officialisé par le club ou pas, parce que là on est sur visiblement un prêt avec option, du coup vraiment pour le groupe réserve. Donc je ne sais pas si ça sera officialisé, mais en tout cas pour lui vous pouvez considérer que c'est bouclé. Et pour continuer sur la post-formation, c'est pas le seul profil qui va débarquer. Donc on a parlé de Palberg, on a parlé de Ballal à l'instant. Il va aussi y avoir normalement au moins un autre joueur qui va débarquer prochainement. Et en ce qui concerne David Mimbang, vous en avez peut-être déjà entendu parler, milieu de terrain international U17 camerounais qu'on a repéré lors de la CAN U17 qui avait lieu fin 2025, qui joue aux Brasseries du Cameroun, club local. C'est quasiment bouclé, pour pas dire bouclé. La question, c'est juste de savoir quand est-ce qu'il arrivera, parce que autant Palbert, qui est certes mineur, mais ressortissant d'un pays de l'Union européenne, peut arriver dès ses 16 ans, et il en a 17 actuellement. Autant Mimbang est camerounais, et donc il faut attendre ses 18 ans normalement pour qu'il puisse voyager en Europe. Et ces 18 ans interviendront le 15 août 2026. Donc il y a possibilité qu'il ne puisse pas jouer en compétition officielle avec Saint-Etienne d'ici là. Mais en tout cas, c'est un joueur qui devrait, pour ne pas dire va, rejoindre Saint-Etienne. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui demandent par rapport à Palberg. Merci d'ailleurs pour toutes ces précisions, Clément. Tu es bien informé sur ces dossiers-là. Je vois des gens qui demandent sur Palberg si tu sais combien ça a coûté au club. Non, 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 j'ai pas le montant, j'ai pas le montant. Ok. Bah tiens, justement, je te laisse la parole, Clément, toi qui es un peu l'expert mercato, qui a l'habitude de suivre de très près ces périodes-là. Est-ce que sur le papier, en tant que supporter, maintenant, tu es satisfait de ce mercato? Est-ce que tu trouves qu'il manque des choses, par exemple les postes de latéraux pas forcément assez renforcés, ou alors est-ce que tu trouves que c'est satisfaisant? Alors, pour moi, alors déjà, si je peux parler des départs, je sais pas si on en parlera après, mais pour moi, déjà, les départs, c'est quand même plutôt une franche réussite et ça compte dans un mercato. Le dégraissage avec Masson et Batou Binsika, il a été fait et bien fait. Madine Makloufi, bon, c'est le foot. Je pense pas qu'il aurait réussi chez nous, qu'il aille s'épanouir à Dunkerque. Pierre Ecoua, enfin, on arrive à trouver une porte de sortie, ça c'est top aussi. Le seul petit point noir là-dessus, c'est peut-être Nguessan, mais bon, on trouvera une porte de sortie cet été vu qu'il ne veut pas prolonger. Donc déjà, les départs, très bien. Les arrivées maintenant, pour moi, il y avait la grosse priorité du numéro 6, on l'a, c'est Abdoulaye Kanté. Il y avait éventuellement prendre un central, on l'a avec Soumaoro. Et en plus, j'aimais bien l'idée de prendre un central qui pouvait aussi jouer à gauche, parce qu'en fait, à gauche, Benol, pour moi, c'est une arnaque en tant que latéral gauche. Le seul latéral gauche qu'on a, c'est Anan, et on n'a personne derrière. Et même Anan, on voit que des fois, c'est compliqué. Donc là, au moins, tu as Soumaoro qui peut couvrir les deux postes. Ça, c'est OK. Et tu as la blessure de Lamba et aussi celle de Ferreira, on va dire, qui te fait recruter en plus le Cardinal sur la fin. En termes de nombre de joueurs et de postes qui sont comblés au final,
étant donné que tu prends 2 défenseurs polyvalents, pour moi, c'est OK. La grosse question, ça va être l'état de forme, de ces joueurs-là. Mais j'ai envie de dire, le problème, c'est plutôt de s'être planté, cet été sur certains profils parce qu'en Ouais. fait, quand tu arrives l'hiver, les joueurs qui sont disponibles sur le marché, 95 c'est des mecs en manque de temps de jeu, en manque de rythme, qui reviennent d'une blessure. Donc en fait, c'est tout ce qui est disponible. Maintenant, il n'y a plus qu'à prier et croiser les doigts pour que les mecs qu'on vient de prendre, ils se pètent pas. Parce que pour moi, c'est la seule potentielle problématique, car quand je vois les postes qui ont été ciblés, les profils qu'on arrive à attirer, si je parle vraiment juste en termes de foot, c'est pas de passif, de blessure, de manque de rythme, ça me semble vraiment plutôt pas mal. Mais comme à chaque mercato hivernal, le problème, ça va être est-ce que ces joueurs-là vont pouvoir être aptes rapidement. Et effectivement, tu parlais de Benold sur le côté gauche. On verra aussi si Montagnier continue le pari Ça m'étonnerait. Hein. de le repositionner. Ça m'étonnerait aussi, vu comment ça s'est passé sur ces dernières rencontres. Mon cher Joss, est-ce que tu es satisfait du mercato stéphanois sur le papier? Oui, parce que à un moment donné, je m'étais dit qu'ils étaient peut-être même partis pour faire personne. Là, pour le coup, moi, je crois que tout Montagnier qu'il est, sans renfort, ça aurait été compliqué. Ouais. Après, sur les profils, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on sera trop court au milieu. Bon, je pense que l'idée, ça va être aussi de capitaliser aussi sur la bonne première partie de saison de Jamali, sur les bonnes dernières apparitions d'Emar. Enfin, je pense qu'on va les voir plus. Et ça me paraît un peu court au milieu. Pour le reste, et aussi, si j'avais eu un chéquier complètement ouvert, j'aurais aussi aimé un vrai latéral gauche. On a un polyvalent, mais on n'a pas un vrai latéral. Ça aurait pu être pire. Ouais. Dans le chat, Colin, est-ce que les gens ont l'air contents du mercato? Globalement, on le sait, hein, on est tous supporters. Je pense que on a tous ce même enthousiasme à chaque nouveau mercato de se dire ah, des nouveaux joueurs. C'est très excitant. Est-ce que les gens sont excités ou alors est-ce que les gens sont prudents comme Joss par rapport à l'état de forme des joueurs qui arrivent? Surtout un sentiment plutôt amer en fait, à vrai dire. Yanis qui nous dit pour un mercato d'hiver c'est pas mal, les profils sont bons même si ça manque peut-être un peu d'expérience. Voilà, c'est surtout cet aspect-là du mercato hiver. Axel qui dit que c'était un mercato qu'on aurait dû faire en juin 2025, pas à la mi-saison, qu'on en serait probablement pas là. C'est Loblès qui nous dit qu'il manque peut-être un petit peu de monde au milieu, comme le disait justement Joss. Les Boulas sur Twitch qui dit que on attend de voir évidemment sur le terrain, hein, puisque c'est là que les résultats se feront. Piège amoureux aussi qui trouve qu'on a peut-être un peu trop misé sur le futur alors qu'il n'y a pas de présent, qu'on met aussi de la concu à nos jeunes milieux. C'est bizarre pour le Babé Mathias. Bien, et ben écoutez, ouais, voilà, maintenant le mercato est terminé. On a un nouveau coach, on a des nouveaux joueurs. C'est vrai que Clément, tu parlais aussi des départs en disant que le dégraissage c'était quelque chose qui était très important, peut-être pas ce qu'on met le plus en avant, mais aussi très important. Et c'est vrai qu'il a été effectué. On rappelle, hein, là, ça n'apparaît pas sur ce petit visuel, mais on rappelle que Pierre Ecois est parti. Direction Watford sous forme de prêt, donc on aura plus son salaire aussi à payer. Dernière mini partie pour cette émission et après on vous laissera aller dormir. Prochain match, c'est le match contre Montpellier. Hop, j'ai un petit visuel que nous a fait notre extraordinaire Karl. Est-ce que je vais le retrouver? Il a fait tellement de visuels que je n'y retrouve pas. Voilà. Avant-match contre Montpellier. Donc, va y avoir beaucoup de choses importantes sur ce match. Il y a, alors, hors football, il y a un hommage prévu pour Jean-Louis Gasset. Donc, ça risque d'être un moment assez fort. Entraîneur qui est passé par les deux clubs. Voilà, ça risque d'être un moment assez fort. Première donc de Philippe Montagnier sur le banc. Va y avoir la victoire obligatoire parce que la course à la montée est quand même bien serrée.
Et puis, il y a la première composition de Philippe Montagnier. Déjà, petite question technique, Clément, sur toutes les recrues dont on a parlé, lesquelles seront alignables et lesquelles ne le seront pas? Alors, lesquels seront alignables et lesquels ne le seront pas? Tu parles en termes d'état de forme? Non, en termes de possibilité de jouer. D'enregistrement de contrat? Ouais. Ouais. En termes d'enregistrement de contrat, c'est bon. Il faut être enregistré 48 heures avant le match. Ah Donc, il bon, n'y bah a c'est aucun bon. problème à ce niveau-là. Parfait, Ce sera tout bon. désolé. Et voilà ma méconnaissance crasse qui apparaît. Et bien du coup, Joss, quelle composition tu le vois aligner notre cher Philippe Montagnier avec des recrues, sans recrues? Bah, c'est difficile, c'est difficile à dire. Pardon. J'ai changé, j'ai changé mon organisation là. Est-ce que je suis en live direct là? Est-ce que vous m'entendez mieux? On t'entend. Est-ce que ça coupe moins? Bah va falloir que tu parles pour qu'on le sache. Ok. Ben alors, je espère oui que on va utiliser les ressources qu'il a là où on a le plus besoin. Je l'imagine assez bien lancé Kanté dès le prochain match. Le Cardinal est un mec qui arrive avec de l'expérience et qui a priori est prêt, donc je pense qu'on pourrait le voir aussi. Euh, Après, Soumaoro, j'ai pu comprendre que c'était pas hyper clair au niveau de sa préparation physique, donc je suis pas sûr. Maintenant, ouais, moi j'espère voir du nouveau. J'espère surtout voir au-delà des nouveaux joueurs, j'espère voir déjà qu'il s'est passé quelque chose en une semaine. Puis voilà, on verra bien. Hein. Moi, je suis comme vous, je j'ai pas de, pardon, j'ai pas d'idée préconçue et trop à l'avance de ce qui va être fait. J'espère, parce que j'y serai, que je vais voir quelque chose et que je me dire enfin il s'est passé un truc quoi. Ouais. Que ce soit à travers les joueurs ou dans l'animation de jeu ou dans l'état d'esprit des mecs qui sont sur le terrain. Et alors après, je suis persuadé qu'on l'aura parce qu'il va y avoir le fameux choc psychologique qui vont vouloir montrer quelque chose. D'ailleurs, Montagnier l'a souligné en disant qu'il s'en méfiait un peu parce qu'il avait peur que les mecs aillent trop fort, trop vite. Euh, mais oui, on a besoin de rassurer et de se dire que ce qui a été fait là dans le mois qui vient va servir à quelque chose. Plus vite on le verra, mieux ce sera. Bah c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que toujours le premier match d'un entraîneur, commencer par une victoire, c'est tout de suite pas la même ambiance de travail au quotidien et pas la même mayonnaise à l'entraînement. Clément, toi, est-ce que tu as des attentes par rapport à ce premier match de l'ère Montagnier? Des attentes, oui. Première attente, la victoire, évidemment, parce que si tu perds, tu te retrouves à 10 points de 3 si 3 gagnent. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Attente, bah, c'est aussi ce sur quoi Montagnier a insisté sur sa conférence de presse, c'est-à-dire être présent dans l'envie, dans l'engagement qu'on va mettre. Donc, je m'attends à toute autre chose en termes d'intensité que ce qu'on a vu contre Boulogne. Et je m'attends globalement, ouais, à enfin un vrai bloc équipe retrouvé. Et un vrai bloc équipe retrouvé, ça veut pas forcément dire tous à 11 derrière. Ça veut dire des lignes resserrées. Quand quelqu'un presse pour monter, tout le monde y va et on se fait pas ouvrir derrière en deux passes. C'est ça que j'attends. Voilà, c'est retrouver juste de la cohérence en fait, Ouais. tout simplement. Trouver une nouvelle cohérence. Bah, tiens, je te laisse la parole, mon cher Clem. Et d'ailleurs, dans le chat, commencez à nous donner vos pronostics pour ce match contre Montpellier qui aura lieu ce week-end. Clément, quel score tu vois ou quel score tu espères peut-être? Je vois une victoire 2-1 de la Saint-Étienne avec des buts signés Zouriko Davitashvili et Nadir El Jamali. Je vais pas le lâcher, j'attends le premier but de Nadir. Il me tient à cœur celui-ci. C'était Zurico hein, qui est marqué au match aller contre Montpellier. Hein. Ouais. Ouais, il me semblait bien. Non, au match aller contre Montpellier, c'était Boaki et Pustassin, non? Eh ben, je sais plus. Je sais Il plus me du tout. semble que c'était ça. Il me semble Le, que c'était ça. le chat va nous le rappeler. Joss, quel pronostic tu verrais? Alors moi, je vois un 2-0
Et je vois aussi Davitashvili marquer. Et je pense qu'un Stade Saint va bien être dans l'état d'esprit de vouloir montrer quelque chose. Donc voilà, je veux un 2-0 Davitashvili Stade Saint. Oui, ça, Et Et pas de c'est moi. but, et pas de but grâce à une solidité défensive retrouvée grâce à l'intégration des. ce serait magnifique. Et d'ailleurs, vous le voyez sur le petit graphique, mais Montpellier est 9e avec 31 points, on est 5e avec 34 points, donc il serait de bon augure de gagner ce match. Colin, quel est ton pronostic et quels sont les pronostics dans le chat? Écoute, déjà dans le chat, Gaël nous dit qu'il faut gagner 10 matchs sur 13 pour être sûr de monter. Ça commence samedi face à Montpellier. On a des défaites 2-0 et puis des buts de Stassin, de Mouefek, de Davitashvili. Davitashvili qui revient beaucoup avec notamment un doublé, des buts de Nadé de la tête. Pourquoi pas aussi une victoire 2-0. En tout cas, de mon côté, bah écoute, on va peut-être aller un petit peu dans l'optimisme. Et pourquoi pas une victoire, pardon, 3-1 pour la première de Montagnier. Oh le lapsus. D'accord, mais qui marque? Qui marque? Oh, difficile. Pourquoi pas? Bah évidemment, Zurigo Davitashvili. Je peux peut-être croire à un but de Cardona et allez, Nadé. Allez, un petit nadé. Bah moi, je pense malheureusement pas comme Joss. Je pense pas qu'on va réussir à garder nos cages inviolées. Donc, je vais quand même miser sur une victoire. 2-1. Le prono du mec qui a aucune idée de quoi pronostiquer. Avec un but de Stassin aussi. Je pense qu'il va avoir à cœur de montrer ce qu'il sait faire à son nouvel entraîneur. Et puis j'aime bien le petit nadé sur corner. Un bon coup de casque. Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne émission, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, ou en replay. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Peuple Vert, parce qu'il y a plein de contenus qu'on vous propose. Il y a le Saint Night Club tous les lundis soirs, vous le savez, mais il y a aussi la chronique de Joss, bien sûr, à ne pas rater chaque semaine. Il y a aussi l'avant-match qui arrive quelques jours avant le match du week-end. Et puis, depuis samedi dernier, on tente une nouvelle émission qui s'appelle Jeux Synthé Match, qui est une émission plus à chaud juste après le match. Si vous avez envie de vous énerver sur Ferreira ou d'exulter sur un but de Stassin, eh bien, juste après le match, vous pouvez vous connecter sur les réseaux de Peuple Vert pour écouter tout ça. Bonne soirée tout le monde, merci Clément, merci Colin, merci Joss, et puis bah allez les À Verts, tous. Allez, les Bonne Verts, soirée à salut. tous. Ouais, bonne soirée. salut. Allez, les Verts.